Moi, je reçois des messages pour me demander par exemple du consulting, du coaching, des trucs comme ça, alors que d'ailleurs à aucun moment j'ai proposé ça. Ça vient naturellement quoi. Les gens demandent, ils se disent bah je tente ma chance pour voir s'il en fait ou pas. 80% des revenus vient de la chaîne YouTube, maintenant. C'est pas forcément des vidéos très complexes et tout ça. Non, il y a même pas son visage ni rien. S'il y en a qui sont encore dans le déni aujourd'hui, mais Bard va vous défoncer vos races. Vraiment. Enfin, prenez ça en compte et essayez de trouver dès aujourd'hui des alternatives qui vont vous permettre, en tant qu'éditeur, en tant qu'affilié pur et dur, avec un trafic 100% SEO, de potentiellement rebondir si vous faites péter la gueule. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Aujourd'hui, on va vous parler du sujet de comment monétiser et comment gagner de l'argent avec YouTube. Et pour ça, comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Salut les gars. Salut. Et avant de partir sur ce sujet de YouTube, on veut vous proposer pour la semaine prochaine de participer avec nous au podcast. Et alors pour ça, vous allez retrouver... que ça soit sur la description dans Spotify ou les plateformes d'écoute ou dans la description YouTube, le premier lien qu'on vous mettra, c'est le compte Twitter Wizard Podcast que je vous invite évidemment à follow. Et vous pouvez nous envoyer un message privé, un vocal. C'est le mieux parce qu'en fait, on vous permettra d'écouter les vocaux. Vous envoyez un DM et vous envoyez un vocal depuis Twitter sur votre téléphone. Ou d'une façon brève, concise et bien structurée, vous nous posez une question. Qu'importe, ça peut être une question en mode FAQ sur nous ou une question business, quelque chose qui vous bloque. Vous nous posez une question et nous, on sélectionnera plusieurs questions pour le podcast de la semaine prochaine qu'on écoutera en direct et auxquelles on répondra. Voilà, je sais pas si vous avez un truc à rajouter là-dessus, mais je pense que... Bah non, t'as tout dit. Allez bien follow notre nouveau compte Wizard Podcast. C'est une nouveauté. Il n'existait pas avant aujourd'hui. On s'est demandé ce qui allait être le plus simple pour que vous puissiez nous parler à l'audio et qu'on puisse tout centraliser, qu'on puisse le recevoir tous les trois. Et on s'est dit qu'on devait bien monter un petit Twitter. Donc c'est chose faite. Profitez-en. Voilà, et du coup, je crois qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. On a la chance qu'Arthur, toi, YouTube, c'est quand même quelque chose que tu maîtrises bien avec déjà ta vie d'avant, on va dire, avant ton retour dans le business web comme dans lequel tu es très actuellement. Tu as été YouTuber à une époque, dans le monde du gaming, et du coup, tu connais quand même plutôt bien le fonctionnement de l'algorithme, de YouTube, de qu'est-ce que ça peut apporter, de la valeur que ça peut apporter. D'ailleurs, tu as fait ça pendant quelques années et ensuite, là, tu t'es quand même bien mis sur YouTube pour ta chaîne Impact IM qui favorise grandement ton branding, sur lequel tu as lancé des produits, tu as fait plein de trucs avec. Voilà, donc je pense qu'avec Anto, on va avoir sans doute pas mal de questions à te poser sur le sujet. Est-ce que tu veux vite fait nous expliquer ton parcours sur YouTube ou tu veux qu'on parte direct avec des questions ? Pourquoi pas, ouais, je vais commencer par expliquer un peu ce que j'ai fait, parce que c'est vrai qu'au final, là, pendant que tu étais en train de dire ça, je réfléchissais le nombre de chaînes que j'ai lancées et les chaînes qu'on a lancées, parce que la réalité, c'est qu'on en a lancé pas mal ensemble aussi. Et que au final toujours ça fait bientôt ça fait une dizaine d'années qu'on est sur le web, qu'on est éditeur de site, et YouTube c'est toujours un truc qui m'a beaucoup intrigué, que j'ai beaucoup consommé et que je consomme encore beaucoup aujourd'hui. Déjà, faut le savoir, je suis un très grand fan de YouTube. J'ai été aussi streamer sur Twitch, mais parallèlement, je suis pas du tout un fan de Twitch. Enfin, je consomme très 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 peu de contenu en direct au final. Par contre, YouTube, j'en bouffe. Je connais la scène YouTube et l'écosystème YouTube par cœur, quoi, dans sa globalité. De la chaîne pour vraiment un public adulte, enfin dans le sens avec de la réflexion, du machin, personal branding, du développement personnel, mais aussi
toutes les chaînes de divertissement de base, quoi. Je connais tout. Vraiment, j'ai une vision très globale du truc en général. Et donc, au niveau des chaînes, j'ai commencé, je dirais 2018, avec une chaîne, donc ma chaîne Zalidan, donc chaîne basée sur le jeu vidéo, et plus particulièrement sur un type de jeu vidéo qui s'appelle le Looter Shooters. Elle est montée à 25 000 abonnés. Là, elle est tellement inactive depuis des mois qu'elle baisse progressivement. Elle est un peu en dessous. Mais en gros, je suis monté à 25 000, ce qui n'est pas énorme, hein, d'ailleurs. Hein, je relativise. J'ai de l'expérience sur YouTube, certes, mais j'ai pas non plus j'ai jamais eu d'énormes chaînes. Et quand on dit que j'en ai vécu, au mieux, les meilleurs mois, pareil, hein, les gens qui écoutent Wizard Podcast le savent, on est transparent. On n'est pas là pour avoir un tabou de l'argent ou je ne sais quoi. Les meilleurs mois, pour le coup, sur YouTube, ça devait me rapporter, je sais pas, 2000 balles, je pense. 2000 balles avec quand même 25 000 abonnés, c'est pas énorme. Ouais, mais les meilleurs mois. Non, Enfin, c'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme. Je veux dire, le nombre d'abonnés par rapport à l'argent que ça rapporte, justement, ça rapporte pas mal d'argent par rapport au nombre d'abonnés, je trouve. Par contre, attention, c'était vraiment les meilleurs mois. Donc là, par exemple, je vais même être encore plus précis. C'était juste à l'arrivée à la sortie d'un jeu. Et c'était évidemment monétisation, pure publicité. Et c'était à la sortie d'un jeu qui avait de la hype. Et je sortais des vidéos sur le jeu, des tutos, des machins. Et en fait, du coup, ça faisait très vite des vues et très vite beaucoup de vues. C'était complètement une anomalie. Donc j'ai pris aussi beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Mais c'était une anomalie. Moi, j'ai jamais... j'ai toujours fait un peu de vues, mais jamais des quantités astronomiques. Là, mes vidéos faisaient assez facilement 60 000 vues dès que ça sortait et tout. Enfin, en un mois, tu vois, et vu que je sortais beaucoup de vidéos, c'était c'était assez intéressant par rapport à ce que je pouvais faire avant. Mais dans la normalité, enfin, en temps normal, ça devait me rapporter entre 600 et 800 balles par mois, tu vois, je pense, si on lisse sur le total. Donc bon, pour le temps que ça prenait, concrètement, c'était de la merde. Par contre, en termes de revenus, à mon sens en tout cas, par contre, l'avantage, c'est que, encore une fois, YouTube, c'est aussi un travail de longue haleine sur lequel j'ai pas vraiment capitalisé parce que j'ai arrêté d'utiliser cette chaîne-là en l'occurrence. Mais si on tient sur le long terme, c'est un espèce d'effet boule de neige qui fait que plus ton audience augmente, plus tu vas pouvoir monétiser ton audience. Et après, tu as tout ce qui est partenariat qui rentre en jeu. J'en ai fait, mais relativement peu. Et là, partenariat, t'es vite beaucoup mieux payé, quoi. Quand tu cumules et la publicité et le partenariat, là, ça peut aller très vite. Donc là, c'est vraiment pour la partie YouTube lors de ma période d'accès jeux vidéo. Tout de suite après ça, j'ai un peu mis de côté cette chaîne-là parce que, en gros, marre de ce que je faisais à l'époque. Et avec Franck, là, on s'est mis sur le blockchain gaming, on va appeler ça comme ça, un jeu qui s'appelle Axie Infinity, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ne serait-ce que de nom. Et on a très vite monté un podcast très similaire à Wizard Podcast sur le blockchain gaming qui s'appelait Axie Froggies, et une chaîne avec Franck en binôme qui s'appelait FOMO. Voilà, donc on a eu 2 chaînes YouTube. Alors la chaîne FOMO, toute petite chaîne qu'on a assez vite abandonnée, mais pareil, on avait un petit peu de traction dessus dans le secteur sur lequel on était. Et Axie Froggies, on a un peu plafonné à 800 abonnés pour vous donner un ordre d'idée. Et on avait le plus gros podcast blockchain gaming, mais c'est une niche dans une niche, donc voilà, c'est un peu particulier. Ensuite, j'ai repris ma chaîne Impactiem récemment. Donc là, j'ai bien bénéficié du boost de l'intelligence artificielle. J'ai bien surfé dessus. Pas autant que ce que j'aurais pu, et je suis toujours en cours de surf, mais globalement, ça s'est quand même assez bien calmé. Et là, j'arrive à peu près, j'arrive bientôt à 8000 abonnés, enfin un peu moins, 7500, 8000. Mais l'objectif, là, ça va être de faire grossir cette chaîne-là. Et bien sûr, après, on a quand même aussi le podcast, Wizard Podcast, qui est en grande partie sur YouTube. Aujourd'hui, une bonne partie de nos écoutes, voire une grosse partie de nos écoutes, sont sur la plateforme YouTube. Et ça se trouve, j'oublie même encore une chaîne, je sais pas. Enfin bref, du coup, des chaînes, on en a eu beaucoup, quoi. Pour ceux qui se demandent par rapport aux écoutes, 80% de nos écoutes viennent de YouTube et les 20% restants sont répartis sur les différentes plateformes. Par contre, je vais préciser là-dessus. Moi, j'ai ma copine qui a un petit podcast aussi sur un sujet très particulier. Et elle fait aussi la même chose. Elle diffuse sur les plateformes de podcast plus sur YouTube.
Et par contre, il n'y a pas de vidéo, on voit pas sa tête et tout. Et je pense que ce qui fait la différence, même si je me doute que les gens ne se posent pas en nous regardant pendant 1 heure, c'est que nous, il y a vraiment une vidéo pour le coup. On n'est pas là pour poster un son sur YouTube, ça marche à aucun moment. Donc si vous décidez de faire du podcast sur YouTube, faites du podcast où on vous voit, ou à minima, si vraiment vous voulez pas mettre votre tête, faites un montage, quoi. Un truc qui bouge, où ça illustre ce que vous êtes en train de dire. Mais mettre juste du son sur YouTube, c'est de la merde, ça ne marche pas. Ok. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Moi, j'ai une première question. Enfin, en tout cas, je voudrais que tu nous parles de l'impact de YouTube pour le branding. Ouais, c'est énorme. C'est le gros avantage pour moi de YouTube, surtout maintenant qu'on a même tous les trois une vision assez globale, assez business. Aujourd'hui, moi, je considère vraiment que quand on veut faire du business web en mettant en place, en mettant en place toute une stratégie de branding, donc ce qu'on est en train de faire par exemple avec le Wizard Podcast, c'est-à-dire montrer nos têtes, les gens commencent à nous connaître sur notre domaine d'activité au sens large. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde nous apprécie évidemment, c'est comme d'habitude, on ne peut jamais plaire à tout le monde, mais au moins les gens savent qui on est et on a une certaine reconnaissance pour ce qu'on partage. Et du coup, même moi aujourd'hui, déjà, alors que ça soit au travers de ma chaîne YouTube business et au travers de Wizard Podcast, mon branding me permet de vendre déjà de l'infoproduit, donc des formations vidéo, de 1, et de 2, d'avoir beaucoup d'opportunités, en tout genre, en réalité. Vraiment avec des très grosses boîtes des fois avec des particuliers, des fois sur du consulting, des fois sur des propositions complètement what the fuck. Je vais vous donner une idée très précise, mais j'ai par exemple un mec qui bosse avec des studios, on va dire, des boîtes comme Netflix ou Disney+. Et vous savez, ces boîtes-là de streaming, là, il faut les contacter quand on a une idée de scénario, merci, de scénario pour des séries et tout, et ils ont des process très particuliers. Et en fait, ce gars-là, par exemple, m'a contacté. Alors, je ne vais pas en dire trop, mais j'ai une opportunité avec cette personne-là pour éventuellement aller réfléchir à processiser plus, automatiser certaines choses grâce à l'IA pour faciliter le travail des gens qui font ça. Et c'est des deals qui sont directement, potentiellement, avec Netflix, avec toutes les boîtes qui, derrière, diffusent. Donc, c'est potentiellement des grosses opportunités. Alors, moi, je saute absolument pas sur tout, loin de là. Mais c'est le genre de choses, vous voyez, des fois un email, un truc, un échange, c'est assez ouf le nombre. Et ça, c'est que YouTube, que du branding, rien d'autre. Il y a ce côté-là, et même au-delà de ça, au-delà des opportunités vraiment business, il y a même des opportunités, des rencontres humaines ultra enrichissantes. Et ça, je pense qu'on pourra tous en témoigner, où on peut avoir des échanges super intéressants avec les gens, rencontrer des gens géniaux. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Et par exemple, avoir des petits coups de main des fois sur des trucs où on galère un peu avant d'être débloqué sur certaines situations. Enfin, c'est vraiment puissant. Et je finirai par rapport à cette histoire de branding en disant qu'aujourd'hui, je pense en 2023, pour moi, j'ai pendant longtemps, dans tout ce qui est dev perso et tout, les gens disaient le plus important, c'est votre temps, c'est votre temps, c'est votre temps. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, évidemment, la notion de temps est toujours capital, primordial, mais là, aujourd'hui, je mettrais vraiment le pointeur sur le plus important aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est d'être pas omniprésent, c'est pas le mot, j'arrive pas à trouver le terme, mais c'est d'avoir une présence en ligne assez globale et un temps où on m'écoute parler. En fait, je sais pas comment on peut définir ça. Il y a une meilleure façon de le dire, c'est dit de manière dégueulasse, mais en gros, mon objectif, c'est que mon temps d'attention, merci, c'est exactement ça. Mon temps d'attention soit le plus élevé possible. Plus les gens sont attentifs à ce que je dis, et quand je dis, je suis pas en train de balancer mes offres, mes infoproduits en boucle, je suis en train de partager la valeur. On est tous en train de le faire sur ce podcast et on le fait maintenant depuis peut-être 8 mois. Et tout ça, en fait, ça a une valeur qui est considérable. Mais vraiment, c'est quelque chose de très, très, très important quand on veut faire du business en ligne. Par contre, la petite particularité, c'est que nous, on n'a pas fait ça dès le début. Et je pense aussi que ça, on pourra en discuter, mais on a acquéri de l'expérience avant de prendre la parole sur notre expérience. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment sur Twitter en ce moment, même si je ne ferai pas partie du camp des gens qui leur jettent la pierre, parce que les gens ont bien raison d'essayer de faire des trucs.
mais qui se mettent à parler d'un sujet, d'un truc, sans avoir forcément le recul et l'expérience. Alors après, il y a le build-in public, donc le fait de créer quelque chose et de le faire publiquement, et ça c'est génial aussi. Mais attention à ceux qui se font passer pour des experts de zinzin, alors que ça fait 2 semaines que tu vois qui connaissent le truc dont ils parlent, quoi. C'est un peu particulier. Et je donnerai un petit truc parce que c'était assez, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait sourire. Mais là, par exemple, ce week-end. Et ça c'est uniquement le personal branding parce que je sais toujours pas d'où ça vient, mais j'ai vendu 2 programmes, donc l'équivalent de 1 000 € de bénéfices nets. Je sais pas d'où ça vient, donc c'est soit des gens qui m'ont trouvé sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas envoyé de mail depuis super longtemps, et soit des gens qui écoutent le podcast et qui sont allés voir mon site, mon truc, tu vois, et de fil en aiguille, soit ils proposent un truc, et parce qu'ils me connaissent et qu'ils m'ont déjà entendu parler, se disent bah écoute, ce gars-là, je l'aime bien, ou il a l'air de savoir de quoi il parle, et hop, ils vont un peu plus loin, et ça c'est ultra puissant, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, je rebondis là-dessus parce que je le vois aussi à ma petite échelle, parce que toi, tu as une chaîne YouTube qui est quand même plus grosse. Moi, pour l'instant, je suis juste sur Twitter, notre Discord où je réponds de temps en temps aux personnes, et là sur le podcast ici. Et en fait, pour autant, ça, très rapidement, je pense qu'il y a personne nous connaissait vraiment dans le monde du SEO, à part ceux qui étaient un peu les anciens sur Impact IM et tout ça. Et en fait, assez rapidement, on a pu rencontrer des personnes qui, du coup, peuvent mettre un visage sur nous. Moi, je reçois des messages pour me demander, par exemple, du consulting, du coaching, des trucs comme ça, alors que, d'ailleurs, à aucun moment, j'ai proposé ça. Ça vient naturellement, quoi. Les gens demandent, ils se disent, bah, je tente ma chance pour voir s'il en fait ou pas. Anto, je sais que toi aussi, tu as reçu des messages ouais, j'ai reçu ça, pas mal de messages, ouais. Ouais, c'est ça, je pense peut-être plus les parties automatisation, des trucs comme ça, là où Ouais. Et en fait, c'est assez dingue, comme je trouve... moi, je m'attendais pas du tout à ça avec le podcast, en fait. Je m'attendais pas à ce que assez vite les gens puissent nous reconnaître ou des trucs comme ça. C'est marrant, on a fait un événement public qui... on croise des gens, d'ailleurs ça me fait penser... que LG, que j'ai rencontré, donc LG qui est le boss de AccessLink et d'une très grosse agence SEO française, qui d'ailleurs m'a dit qu'il fallait que je précise sur le podcast un jour. Donc voilà, aujourd'hui c'est le moment, que je suis assez grand. Donc si un jour vous me croisez, vous voyez un mec qui ressemble à moi mais en grand, c'est que c'est vraiment moi en fait, et vous pouvez venir me voir parce que lui en fait je lui ai dit bonjour normalement. Il m'a pas reconnu, et c'est après, quand quelqu'un m'a présenté, qu'il a dit « Ah putain, mais c'est vrai que tu lui ressembles, mais en plus grand, quoi. » Je dis « Bah ouais, c'est normal, c'est moi. » C'est vrai que c'est ouf, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rencontrait Franck, que ça soit sur l'event ou même là, plus récemment, on a rencontré des gens même à l'extérieur, à chaque fois, les gens ils se disent « Putain, mais t'es grand !» C'est le premier truc qui te disent. C'est drôle. Pourtant, tu fais 1m86, donc t'es grand, mais c'est pas t'es pas basketteur, quoi, tu vois. Non, mais je sais pas, les gens, ils te prennent pour un nain de base, je pense. Bah ouais, donc du coup, c'est assez marrant. Voilà, petit aparté comme ça, mais bref, ouais, le branding, c'est vraiment incroyable, et moi, je recommande vraiment aux gens de se lancer pour ça, et dans n'importe quelle situation, je pense, quelqu'un qui a besoin de vendre, qui fait du lead, qui fait... en fait, je pense qu'il y a toujours un moyen de pouvoir profiter de ce branding pour faire quelque chose. Je voulais parler avec toi justement des business qui existent sur YouTube. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête? Est-ce qu'il y en a qui... Tu vois, on a parlé là un petit peu du fait que tu pouvais récolter du lead pour du consulting, pour des trucs comme ça. L'affiliation, pour toi, c'est quelque chose qui... je me rappelle qu'on avait parlé à une époque de gens qui tournaient fort en affiliation Amazon sur YouTube. Ouais. Il y a des mecs qui font des... Il y a même des mecs dont le business model, c'est de faire un peu l'équivalent de l'édition de site, mais version YouTube. Donc de monter beaucoup de chaînes YouTube sur beaucoup de domaines différents et sur beaucoup de langues différentes. Et tu vois, dont la compétence, c'est vraiment de pouvoir scale vite et bien leur travail et de pouvoir se déplacer sur différents domaines, différents secteurs, différentes géos. Et après, tu sais... les domaines qui te rapportent de l'argent,
juste quand tu en parles via la publicité YouTube, et 2, les domaines qui te rapportent de l'argent via les partenariats, et 3, ceux où tu peux même en plus de ça par-dessus faire de l'affiliation. Et en effet, il y a des chaînes YouTube aujourd'hui, même d'ailleurs à mon avis des trucs très semi-automatisés, où vraiment partiellement on peut avoir de l'automatisation, de l'IA, faire un peu du volume, même si encore une fois la qualité sera toujours plus intéressante que de faire des trucs un peu merdiques avec du volume, mais où on peut vraiment réussir à ranker facilement. Il faut savoir que YouTube aujourd'hui c'est à part entière un moteur de recherche. Les gens recherchent leurs trucs sur YouTube, peut-être pas autant que sur Google, mais franchement il y a vraiment des volumes de recherche dédiés à YouTube. Quand bien même ils recherchent sur Google, ça sort aussi. Google peut nous donner dans la SERP, donc dans les résultats de recherche, une vidéo YouTube. Donc vous pouvez aussi avoir de la visibilité comme ça. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et en effet, du coup, l'affiliation, c'est clairement un business model qui cartonne sur YouTube. Aujourd'hui, un débutant qui se met à l'affiliation, moi, honnêtement, demain, si je dois conseiller à un débutant de se mettre à l'affiliation, soit il faut faire les deux, et faire un site et faire une chaîne YouTube. Il faut faire les deux. Il faut peut-être faire les deux. Mais en réalité, si vous n'avez pas le temps de faire les deux, faites une chaîne YouTube. Franchement. Toi, au choix, tu choisirais plutôt la chaîne YouTube que un site. Ah bah ouais, parce que t'as pas besoin d'acheter de lien ni rien. T'as zéro budget. Tu lances une chaîne avec 1 euro, t'es parti. Hein. Et tu fais déjà des ventes sur certains produits et tout. Tu fais des ventes directes. Hein. C'est vrai que Anto, j'allais te demander, parce que toi, là, tu as un site, avec ta copine. Ta copine a récupéré un de tes sites et travaille différemment peut-être de ce que tu faisais. Toi, tu faisais pas de YouTube, et il me semble que elle... 80% des revenus viennent de la chaîne YouTube, maintenant. Là, aujourd'hui, 80% de ses revenus, c'est YouTube? Ok. Ouais. Et c'est pas forcément des vidéos très complexes et tout ça. Non, il n'y a même pas son visage, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Donc elle se montre pas, elle présente un produit, et ça c'est suffisant, et c'est ok. Ouais, c'est dingue quand même. Bah ouais, ça fait entre 6 et 700 euros par mois, quoi, grosso modo. Ok, en sachant qu'elle a pas commencé il y a hyper longtemps. Février. Et elle a combien de vidéos? Plus d'une vingtaine, je pense. Ok, bon, ça reste clairement pas dégueu comme résultat. C'est très propre. Hein. Ok. Et pour vous, même si on en a déjà parlé brièvement, mais vous êtes d'accord que ça aide un petit peu, par exemple, pour le SEO, d'avoir... Ouais, clairement. En même temps, ça a fait up le site. Donc, tout bénef, quoi. Ok. Ouais, ça aide pour le SEO pour plein de raisons différentes. La première, c'est que vous pouvez rajouter les vidéos YouTube au sein même de vos contenus. Donc, meilleure expérience utilisateur si justement la vidéo est en corrélation avec ce que recherche le visiteur. Donc, l'intention de recherche. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir du coup travailler votre branding et de la recherche, soit en direct sur votre site, soit recherche depuis votre marque. Ce qui est toujours... ça va pas stratosphériser vos résultats, mais sur le long terme, c'est vraiment une très bonne chose de ne pas avoir 100% de votre trafic qui vient du SEO et d'avoir un peu de diversité. Et c'est bien également parce que vous allez pouvoir avoir un lien et donc potentiellement des clics et donc potentiellement une arrivée depuis YouTube, ce qui est un bon signal également. Enfin voilà, ça a plein de bonnes choses. Et en effet, si aujourd'hui vous avez le choix, le top du top, c'est de faire les deux. Mais pour répondre à ta question, Franck, tu disais à toi, aujourd'hui, tu prioriserais YouTube à un site. Ouais, 100%, parce que Bard arrive. Et Bard, vraiment, s'il y en a qui sont encore dans le déni aujourd'hui, mais Bard va vous défoncer vos races. Vraiment, si là si vous réalisez pas ça, enfin prenez ça en compte et essayez de trouver dès aujourd'hui des alternatives qui vont vous permettre en tant qu'éditeur, en tant qu'affilié pur et dur avec un trafic 100% SEO, de potentiellement rebondir si vous faites péter la gueule. Parce que même si on a l'habitude de se faire péter la gueule et même si on a un syndrome de Stockholm, on en parlait dans un précédent épisode. Là, je pense vraiment qu'on va se prendre un truc qui va vraiment piquer, quoi. Vraiment. J'allais en parler parce que, alors pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, la semaine dernière, on a fait une conférence en ligne chez Links Garden où on parlait du SEO en 2023, les gros changements qu'on voit arriver et comment nous, on s'adapte à ça.
D'ailleurs, la vidéo sera bientôt en replay sur leur YouTube, donc on communiquera dessus au moment voulu. Et Arthur, tu as parlé du terme pour toi du YouTube était un bouclier anti-barde, justement. Et je trouvais ça intéressant le terme bouclier anti-barde. En fait, c'est quoi pour toi, c'est quoi quelle va être la problématique de Bard qui fait que YouTube va venir peut-être potentiellement te faire survivre? C'est justement que avec Bard, les gens, vu que ça sera un peu un espèce de chat GPT plugué dans Google, c'est que les gens auront directement leur réponse au format écrit, mais que YouTube, au final, il n'y aura jamais enfin, jamais dire jamais, mais il n'y a pas de prévision pour l'instant d'un espèce de Bard YouTube qui te ferait un condensé de vidéos Non, mais pour ça, garder ça, que les ça clés. aurait même pas d'intérêt. Ouais, ça Les aurait pas gens, d'intérêt. les gens recherchent pas du tout la même chose sur YouTube. Les gens sur YouTube, justement, recherchent un contact, recherchent une expertise. Ce qu'essaye de mettre de plus en plus en avant Google dans les SERP aujourd'hui. L'objectif, c'est de transformer les SERP en une espèce de chaîne YouTube alternative où quand tu arrives sur une SERP, sur une page, l'objectif, c'est que tu aies l'impression de parler à Franck qui est là et qui te dit voilà, moi, je fais ça, tac, tac, j'ai testé ça. Et regarde avec la tête de Franck qui est en train de tester son matelas et qui te vend derrière un matelas en affiliation. C'est ça que recherche à faire Google aujourd'hui de plus en plus. Et sur YouTube, il n'y a pas ce problème. Sur YouTube, c'est que des gens qui sont là pour partager, alors sans doute pour vous vendre des trucs aussi de temps en temps, évidemment, mais pour partager des trucs, et vous pouvez ou non décider de vous attacher à telle ou telle personne, de vous dire voilà, c'est intéressant, je m'abonne, là je me désabonne parce que j'en ai marre maintenant, blablabla, et de faire votre sauce, etc. Mais on recherche pas du tout la même chose sur YouTube, et du coup l'intention de recherche n'est vraiment pas la même non plus. Donc en fait, tu aurais aucune raison à avoir un espèce de truc déroulant qui répond à ta question, alors qu'en fait, tu es là pour voir des vidéos, tu t'en fous, quoi. Alors que par contre, dans les SERP, pour tous ceux qui n'ont pas vu, la barre arrive, et on a eu quelques extraits de ce que ça va donner. Ligne de flottaison, ça fait une espèce de P0 amélioré avec une grosse partie IA, le top 3 de la SERP qui est visible, mais franchement pas des masses. Alors après, on a quand même assez peu de recul, on sait pas concrètement ce qu'on va prendre là. Ça se trouve, ça sera pas si terrible, ça se trouve, ils vont se rendre compte que même en termes de publicité, parce que c'est quand même le truc principal, ça va être, ils vont être trois pertes, donc ils vont peut-être le virer de beaucoup de SERP, ou on verra comment ça va se passer concrètement. Mais en tout cas, l'annonce du truc fait super peur parce que c'est un gros changement. Et que en effet, sur toutes les requêtes informationnelles et tout, il va être capable de répondre et de faire gagner du temps à l'utilisateur. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même moi, quand je fais la majorité de mes recherches, je les fais sur ChatGPT, je les fais plus sur Google parce que je m'en fous de me taper un article éclaté avec des pubs sur le côté et tout, alors que ChatGPT, en 3 lignes, non, j'en ai rien à foutre. Donc du coup, ça, je pense que sur des requêtes spécifiques, ça ira. Sur du e-commerce, ça ira, voire même il y aura des trucs chouettes à faire. Mais je pense vraiment qu'il y a des requêtes qui vont se faire défoncer. Et pour moi, la partie affiliation, ça va être compliqué. Donc oui, c'est pour ça que je pense que YouTube, et il n'y a pas que YouTube, hein, il y a d'autres, les communautés en général, et encore mieux, le mailing. Aujourd'hui, on le répète parce qu'on le dit souvent dans le podcast, capturez du mail. Vous avez des communautés, vous avez du trafic sur vos sites, capturez du mail. Quand Bard sera là, vous aurez plus de trafic. Donc du coup, vous aurez plus de mail à capturer. Et tous ces gens-là vont juste vous passer sous le nez, quoi. Voilà. Donc faites ce qu'il faut. Après, je suis assez d'accord, mais comme d'habitude, ça va dépendre des requêtes, quoi. Ouais, non, bien sûr. Et puis là, volontairement, je dramatise sans doute un peu le truc, et j'espère que je le dramatise parce que la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Ça se trouve, ça va vraiment être dramatique. Ça se trouve, ça ira. Ça se trouve, ça le sera un moment. Et en fait, au final, ça ira. En fait, il ne faut pas oublier une chose pour modérer un peu mon propos. Il y a un truc qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que Google, aujourd'hui, il est obligé de donner des raisons aux gens, donc / aux éditeurs de sites, de continuer à faire des sites pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on va pas demain avoir uniquement des interactions avec l'IA, de 1, c'est pas possible. Donc il y a un moment, il faut quand même qu'ils donnent envie et des raisons concrètes aux gens qui éditent de continuer d'éditer. Sinon, Internet disparaît, quoi, s'il y a plus personne qui partage quoi que ce soit, et que même, si on va encore plus loin, que l'IA n'a plus rien à bouffer. Parce que l'IA, la réalité, c'est qu'elle va venir bouffer vos contenus et qu'elle va finir par s'en nourrir pour pouvoir répondre mieux à l'utilisateur, quoi. Donc Google, dans tous les cas, a tout intérêt à continuer de nous donner une incentive pour
globalement continuer à faire du play, nous, en éditant, et donc du contenu. Voilà, donc à voir comment tout ça va se goupiller. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu un saut dans le vide et que pour l'instant, c'est très flou et que pour l'instant, ça fait vraiment flipper et que on en a parlé encore une fois dans la conf, comme tu l'as dit, Franck, mais que c'est la première fois depuis 10 ans, parce qu'on entend le SEO est mort depuis une plombe, mais c'est la première fois depuis 10 ans que vraiment, moi, je pense à des alternatives et que je les mets en place, quoi. Sinon, c'est vraiment un coup à se... Enfin, surtout quand on commence à prendre un peu de bouteille d'âge et que là, nous trois, je pense, on a de plus en plus marre de se faire éclater par Google en boucle. Bah, on essaie de trouver des solutions qui sont durables, quoi, et qui fait que à 70 ans, on sera pas toujours là à relancer nos sites de niche comme des... Enfin, tu vois, c'est l'objectif, c'est qu'à un moment, on soit un peu plus serein sur ce qu'on fait, quoi. Ouais. Je voulais rentrer un peu plus dans le détail par rapport à YouTube. Comment fonctionne l'algo de YouTube? Tu vois, je me mets à la place là d'un débutant qui nous écoute, qui connaît pas YouTube, qui comprend peut-être pas comment ça marche. Globalement, en bref, comment YouTube ça fonctionne? Est-ce que tu balances une vidéo comme ça et tu croises les doigts pour que des gens finissent par la voir? Est-ce qu'il y a des choses importantes? Alors déjà, tu l'as dit, pour un débutant qui nous écoute, toi débutant qui nous écoute, fais-le. Déjà, c'est le premier truc, fais-le. C'est-à-dire que là, je vais t'expliquer ce qui fait une bonne vidéo, mais ne te dis pas « Ah bah oui, j'ai pas une bonne miniature, ah bah oui, mais là je bégaye, là. » On s'en fout. Fais les choses et tu t'amélioreras en cours de route. Ça, c'est le premier truc. C'est comme dans n'importe quel business. Les gens ont du mal à passer à l'action alors que c'est le point essentiel. Mais ensuite, au niveau de l'algo en lui-même, alors, il y a la miniature et donc ce qu'on appelle le CTR, le click-through rate, donc le nombre de personnes, le pourcentage de personnes à qui on va mettre ta miniature sous le nez et qui vont décider de cliquer sur ta miniature et donc d'arriver sur ta vidéo. Ça, c'est le premier truc, c'est important. C'est pas le plus important, mais ça l'est quand même. Il y a un deuxième truc pour ranker, c'est le titre. Donc, il y a différentes stratégies, mais le titre, c'est vraiment, ça fonctionne. Si vous êtes SEO aujourd'hui et donc que vous cherchez à positionner du contenu sur Google, c'est un peu la même chose sur YouTube. Donc, optimisez vos titres de la même manière. Moi, je vois beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui avec des titres qui sont pas du tout... et je vois, tu vois, qui galèrent sur YouTube, qu'ils n'ont pas de vues, mais leurs titres sont vraiment pas top. Et voilà, pour moi, c'est un peu comme le SEO. Il y a beaucoup qui passent par le titre. Et ensuite, arriver sur le contenu de la vidéo, je dirais que les points vraiment importants, c'est 30 secondes d'introduction, grosso modo maximum. Bon, encore une fois, c'est une idée en moyenne, etc. Enfin, ça dépend ce que vous faites, mais l'objectif, c'est sur YouTube, dites-vous bien, tous les gens qui regardent votre vidéo YouTube, ils sont H24. Imaginez quelqu'un qui est H24 en train de trouver la bonne raison pour se barrer de la vidéo. C'est vraiment ça. Donc l'objectif, c'est de rester concis, c'est de rester clair, c'est de rester un minimum impactant. Et encore une fois, tout ça, c'est pas quelque chose que vous allez être capable de faire dès le début. Ça va venir avec l'expérience, c'est comme tout. Donc faites-le. Et de pouvoir, du coup, vraiment rester dans votre sujet et de délivrer, du coup, dans cette introduction de 30 secondes maximum de préférence, la promesse de la vidéo et qu'elle soit forte. Un peu comme un hook TikTok pour ceux qui ont écouté le podcast où Franck a parlé de TikTok la semaine dernière, là. Là, pour le coup, sur YouTube, c'est pas vraiment le même type de hook, mais il faut quand même que la promesse soit forte et que les gens se disent « Ok, bon, bah, ça vaut le coup de regarder la vidéo » et qu'ils commencent en tout cas à la regarder. Et ensuite, dans le contenu, pareil, soyez délivrés de la valeur. Ça aussi, c'est extrêmement important. Tous les gens qui cherchent, par exemple, à faire du divertissement, aujourd'hui, voilà, si vous voulez vous lancer dans le divertissement, c'est super compliqué. Filmer votre vie, et donc voilà, j'ai fait ça, je suis allé là en voyage et tout. La réalité, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre de savoir où vous êtes allé en voyage et de ce que vous faites dans votre vie. Donc en fait, c'est soit vous avez de la valeur à délivrer, ou alors vous voulez vous positionner sur un mot-clé, soit vous voulez répondre à une problématique, mais à chaque fois, le maître mot, ça va être la valeur que vous allez délivrer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer du contenu sur Internet si vous ne donnez rien aux gens. L'objectif, c'est de donner et qu'il y ait vraiment un échange de bons procédés. C'est-à-dire que oui, vous passez du temps à regarder ce qu'on a à dire, oui, vous passez du temps à écouter Wizard Podcast, mais vous en ressort, on espère en tout cas, l'objectif, c'est que vous en ressortiez soit grandi, soit avec des idées, vous dire ah là ça c'est pas mal, c'est une bonne idée, ah oui ça j'avais pas vu, et en tout cas que ça soit constructif et intéressant pour les gens qui vous regardent. Et donc moi c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et ensuite le dernier paramètre, si j'ai rien oublié, ça va être ce qu'on appelle le watch time, donc c'est-à-dire le nombre
le pourcentage de la vidéo qui sera consommé en moyenne. Voilà, donc plus les gens regardent votre vidéo jusqu'au bout, mieux c'est pour l'algorithme, voire même de plus en plus, je sais pas si vous consommez YouTube, vous les gars, mais à la fin d'une vidéo YouTube, pendant longtemps, il y avait, vous savez, les deux petites vidéos en mode où on laissait 10, 15 secondes ou 20 secondes, en mode tu peux toujours aller voir ces vidéos-là. Et ben, ça, les gens, ils le mettent plus, j'ai vu. Ils le mettent de moins en moins. Ou alors, ils le mettent différemment. Parce qu'en fait, ça nique ton watch time. Les gens, ils se barrent à ce moment-là. Donc, en fait, ils vont l'intégrer de manière différente. On a typiquement Micode qui le fait sur ses vidéos où il reste 5 secondes à la fin, il est toujours en train de parler. Ou alors, il y a un tout petit compte à rebours, mais c'est plus 20 secondes, c'est 5 secondes. Et il commence à parler de la vidéo pendant les 20 secondes. Donc, la vidéo est toujours en train de se passer. Il se passe toujours quelque chose, quoi. Mais voilà, je dirais que c'est les ingrédients. Je sais pas si ça répond à la question, mais... Ouais, à la fin, comme ça te nique le watch time, ça te nique ton ranking et tout? Ouais. Bah, en vrai, si vous voulez aujourd'hui voir... alors après, on est dans le détail un peu, on est dans l'opti. Hein. Mais si vous voulez voir aujourd'hui la recette parfaite de YouTube, vous regardez les vidéos de MrBeast. C'est le plus gros youtubeur du monde. Que ça soit dans ses miniatures, où je crois qu'il claque 10 000 balles par miniature pour que tout soit aux oignons. Il a teste en permanence sur son truc avec des outils. Enfin, c'est délirant. Et à la fin, en fait, toute sa vidéo, cette histoire de promesse qui arrive très vite, le dynamisme du montage. Alors ça, en fonction de ce que vous faites, c'est pas du tout obligatoire, mais voilà, tout est en fait ultra optimisé pour la méta de YouTube actuelle. Et c'est lui le grand patron de cette manière de fonctionner, de cette recette fonctionnelle. Même si vous faites une vidéo business, évidemment que ça sera pas la même que MrBeast, mais dans les grandes lignes, c'est la méta, vous la trouverez là-bas, quoi. D'ailleurs, un qui a fait ça, et j'ai bien vu du jour au lendemain le changement, c'est Grand Angle, qui a les chaînes Grand Angle Crypto et Grand Angle d'économie. Ouais. Pendant très longtemps, à la fin, on va dire que c'est 15-20 dernières secondes, c'était pour renvoyer soit vers d'autres vidéos, soit pour dire vous pouvez télécharger notre guide gratos, blablabla. Et en fait, du jour au lendemain, il a arrêté ça. Et moi, un jour, il parle, et j'étais tellement habitué à ce qu'il y ait ça à la fin. Et là, la vidéo, elle s'est coupée à la fin, d'un seul coup. Je me suis dit, putain, le mec, il a publié sa vidéo, il s'est pas rendu compte qu'il manquait la fin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, toutes ces vidéos étaient comme ça. Et c'est comme si nous, là, on finissait le podcast maintenant, limite à la fin d'une phrase. Les gens qui nous... Enfin, le taux de le watch time serait assez élevé. Alors que si, à la fin, on fait notre outro habituel, où on vous invite à commenter... à nous suivre, à nous rejoindre sur Discord et tout. En fait, ceux qui sont habitués, la plupart, je suppose, quittent à ce moment-là, par exemple. Je pense, ouais. Mais c'est un peu différent parce que nous, on est sur un format podcast. Donc, typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de délivrer de la valeur en permanence et tout, nous, on peut se permettre de faire des intros où on vous demande de s'abonner au Twitter, de prendre du temps, on s'en fout parce que sur une audience podcast, c'est vraiment différent et je pense que l'algorithme aussi le capte et diffuse les podcasts de manière différente. Mais les gens sont... En fait, on le voit, dès qu'on poste un podcast avec les Wizards, il y a les 400 premières personnes, les gens qui sans doute sont vraiment attachés et attendent ce moment du jeudi où on sort le podcast, qui vont nous écouter très très vite. Et après, c'est diffus. Et progressivement, on arrive assez vite au plus du millier de vues si le podcast est intéressant. Et après, en fonction des podcasts, il y a des variations. Des fois, c'est un peu plus intéressant, un petit peu moins. Mais vraiment, le format podcast, c'est différent. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur YouTube. Les podcasts, en fait, c'est soit des formats courts, très concis, très efficaces, soit des formats très longs. Où là, pour le coup, on s'exprime très librement, on prend du temps, hop, on boit un coup. Enfin, ça aussi, ça fonctionne de mieux en mieux. Les podcasteurs, les top podcasts business aujourd'hui, je pense qu'en moyenne, ils sont à 1h30 de podcast, quoi. Ouais, 2 heures même, hein, parce que quand tu vois justement Sans Permission ou celui de Alec Henry, je sais plus comment, Le Déclic, c'est quoi? C'est 2 heures, 2 heures et demie en général. Enfin, c'est vraiment très long. Facilement 2 heures, ouais. Et en effet, comme tu dis, juste ils discutent, ils rigolent, ils coupent pas. Enfin, moi, l'autre fois, je regardais un podcast, mais ça m'a fait rire parce qu'en plein milieu, le mec dit je reviens, je vais pisser. Et en fait, ils ont même pas coupé ce passage mais tu coupes pas au montage. Le mec s'en fout, il est parti. Celui qui se fait interviewer, il parle avec le caméraman en attendant. Je me suis dit, d'accord, il n'y avait plus personne pour animer en fait. Non, le mec s'est barré. Voilà, il s'est barré comme ça en plein milieu. Et là, je me suis dit, ah ouais, on a passé un cap quand même dans le milieu du podcast. Parce que là, ça m'a tué.
Bah c'est vraiment, ça dure 1 minute, enfin 2 minutes, peut-être le temps qu'ils partent. Celui qui se fait interviewer discute avec celui qui est en train de filmer ou un autre mec qui est dans la salle, je sais pas, qui fait la régie son. Ils discutent vite fait, le mec revient, il dit tu veux un verre d'eau, ouais, puis il se sert un petit verre d'eau. Enfin, ça m'a fait rire. C'est vraiment, là on a passé un énorme cap. Ah, c'est Mais marrant. je pense que, comme tu dis, le milieu du podcast permet ce genre de truc parce qu'en fait, les gens savent qu'ils sont là pendant 1 heure, enfin entre 45 minutes et 2 heures, 2 heures et demie pour les podcasts les plus longs. Et il n'y a pas cette envie, je suppose, d'avoir un truc scripté qui défile. D'ailleurs, juste pour rajouter ça, parce que j'y pense et je pense que je suis pas le seul dans ce cas, les podcasts, moi, ont changé ma manière de passer mon temps en bagnole. Aujourd'hui, justement, grâce à ces podcasts très longs, je peux faire 5 heures de route, il n'y a pas de problème, je m'en fous, quoi. C'est vraiment... je suis tellement consommateur de ce genre de trucs. Par contre, un podcast, je trouve ça... Surtout quand c'est long, tu l'écoutes pas n'importe quand. Moi, je vais l'écouter dans un moment où... en bossant, j'en suis incapable. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc, soit dans un moment où je suis sur la route, soit quand je suis en train de faire du sport, soit voilà, dans des moments très précis, mais qui sont là pour combler un autre moment dans lequel je vais potentiellement me faire chier, en fait. Et voilà. Et du coup, franchement, le podcast, pour ça, c'est absolument génial. Au-delà de toute la valeur que ça a. Et enfin, moi, je suis fan du truc, quoi. Ah bah ouais, je trouve vraiment que ça permet de rentabiliser des moments. Tu vois, par exemple, moi, les podcasts, j'en écoute quotidiennement. Et c'est pendant que je mange, parce qu'à le midi, je suis tout seul. Donc, je mange tranquille, j'écoute un podcast. Quand je fais mon sport, j'écoute un podcast. À la piscine, j'écoute un podcast. Enfin, c'est en voiture, j'écoute régulièrement des podcasts. Là où avant, j'écoutais de la musique. Donc, c'est cool. Et de temps en temps, j'aime bien juste écouter de la musique comme ça pour pas être en mode bourrage de crâne. Mais c'est vrai que globalement, j'écoute énormément de podcasts liés au business la plupart du temps. Parce que ça permet d'emmagasiner de la connaissance pendant que tu fais autre chose que tu dois faire dans tous les cas. Enfin, ou sur le moment où c'est intéressant d'écouter un podcast pour faire passer le temps. Moi, je suis assez curieux d'ailleurs qu'on nous dise en commentaire à quel moment les gens qui écoutent le Wizard Podcast, parce que je sais qu'il y en a, par exemple, c'est leur trajet en voiture pour aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Et je sais que c'est un moyen d'écouter le Wizard Podcast, et il doit y avoir 10 000 autres façons. Enfin, peut-être que les gens sont en train de cuisiner et tout. Je trouve ça marrant. T'en écoutes tantôt d'ailleurs des podcasts? Bah, pas vraiment. Pas vraiment? C'est triste, mais pas vraiment. Non, avant, oui, mais là, vraiment, en vrai, j'en écoute quasiment pas. C'est que t'as moins le temps. Avant, tu les écoutais comment? Dans quel contexte? Bah, avant, je les écoutais quand j'allais en voiture à Lyon. Ouais, voilà. Et vu que je suis plus à Lyon, bah, j'en écoute plus en fait. En vrai, je trouve que l'écoute de podcast, c'est vachement lié à des habitudes. Hein. Moi, je sais que dès que je suis dans la rue, dès que je marche un peu, j'ai un podcast dans les oreilles, si je suis tout seul, évidemment. Enfin, voilà, c'est vraiment lié à des habitudes. Mais ouais. Je voulais continuer sur toujours un peu sur cette partie, le ranking, les algos, les trucs comme ça. Toi, tu as beaucoup justement surfé sur les trends, tu l'as évoqué au début du podcast. Au lancement de ta chaîne ImpactIM, tu as profité de la trend IA pour te placer dessus. Et quand même, enfin, je me rappelle, tu as une de tes vidéos très rapidement après le lancement de ta chaîne, où tu as fait, je sais plus, 40 000, 50 000 vues, un truc comme ça, très rapidement. Est-ce que pour toi, c'est... en gros, ma question, c'est, est-ce que quand tu réfléchis à ta chaîne YouTube, tu réfléchis en mode SEO YouTube? Donc, par exemple, comme a fait pendant très longtemps Théophile Hélier, son but, c'était de répondre au comment quelque chose lié au business web. Ah, il le fait toujours. Hein. Et il le fait toujours? Ok. Ouais. Donc, lui, il a vraiment, je pense, cette approche SEO de YouTube. Qui correspond parce qu'il faisait aussi du make money, comment vivre de son blog et tout, donc il y a toujours cette réflexion SEO qu'il a fini par appliquer sur YouTube, ou à côté de ça, tu as d'autres YouTubeurs, je prends des Yomi Denzel ou des mecs qui sont assez gros, on va dire concurrents de Théo, qui eux sont dans le buzz, j'ai l'impression, plus, qui ne cherchent pas à aller ranker des vidéos sur des sujets, même s'ils auto-rankent parce qu'ils ont des vues et tout ça, mais plus qui vont chercher le buzz. De ton point de vue, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est bien de faire les deux? Est-ce que c'est bien de se concentrer sur un truc? Qu'est-ce qui marche vraiment? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais que c'est bien de faire les deux. Voire même plus que les deux, parce que tu vois, par exemple, moi sur ImpactIM, qu'en fait, à la base,
comme tu l'as expliqué, j'ai fait une vidéo au moment un peu après la sortie de ChatGPT. J'utilisais déjà l'IA depuis un moment et j'étais un peu en mode transition où je venais de décider que j'allais focus Impact IM. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai une chaîne YouTube, je vais essayer de faire un peu de YouTube, vu que je connais, on va essayer de construire un truc. Et j'ai fait une vidéo, mais honnêtement, cette vidéo, elle m'a pris, sans déconner, peut-être 15 minutes à préparer. Donc scripté, c'est ça? Ouais, même pas, je scripte pas. Moi, je fais enfin, ça dépend. Je commence à le faire, j'essaye des trucs en ce moment, mais je fais des plans de vidéos. Et là, en l'occurrence, elle m'a pris 15 minutes à préparer. Et derrière, je l'ai tourné en 20 minutes, monté en 40 minutes. Enfin, en gros, en 1h30, 2 heures, le truc était en ligne. Elle a fait, en effet, c'était une vidéo, c'était les 5 hacks pour les 5 hacks ChatGPT pour votre SEO, tu vois. Donc en plus, un sujet SEO. Et elle a fait très vite, en un mois, elle a passé les 50 000 vues. Aujourd'hui, elle est au-dessus des 65, je crois. Donc c'est une vidéo qui a vraiment fait beaucoup de vues et qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés. Et en fait, moi, j'étais là en mode what the fuck. Enfin, je m'attendais pas du tout pour le coup. C'est-à-dire que des fois, on peut tout à fait faire une vidéo sans forcément l'anticiper et avoir une vidéo qui cartonne. Par contre, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui où je suis capable d'anticiper. Je sais que c'est des vidéos risquées entre guillemets en termes d'audience ou qui vont potentiellement moins bien marcher pour X ou Y raison. Je sais que des fois il y en a qui vont marcher. Je fais aussi beaucoup d'actu. Tu vois, quand il y a une actu sur l'IA, un truc qui sort, quand il y a eu la conférence de l'annonce de GPT-4, le soir même j'étais en direct en train de record toute l'actu pour reprendre la vidéo derrière. J'ai passé 3-4 heures à faire un montage en sous-titrant machin parce que je sais que les gens ils veulent de l'actu, ils la veulent vite. Donc je leur donne aussi de l'actu. Donc tu peux faire des mix. Et là j'ai le projet, alors ça fait un moment que j'ai ce projet, je ne l'ai toujours pas fait parce que j'ai des milliards de trucs, mais là l'objectif ça serait de créer un espèce de, pas un podcast, mais une sorte d'interview, mais avec un concept particulier. Dans le jeu vidéo, j'avais créé un concept qui avait cartonné, qui s'appelait Parle-moi de ton build, ou si jamais parmi notre audience il y a des gens qui jouent à Diablo en ce moment, où vous savez c'est des jeux où on ramasse des pièces d'équipement, et en fonction des pièces d'équipement qu'on assemble, on va être plus ou moins puissant avec le feu, avec l'eau, avec la glace, avec je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, on appelle ça dans le jargon un build. Et en fait, j'invitais des gens sur ma chaîne qui venaient me présenter leur build. Donc moi, c'était tout, c'était tout bénef pour moi, quoi. J'avais pas à imaginer le build, j'avais pas à préparer la vidéo. J'invitais quelqu'un, j'avais des questions, une espèce de template de questions. Je lui posais des questions. Je montais très vite fait la vidéo, je mettais en ligne et ça intéressait des gens qui s'intéressaient à cet univers-là. Et en fait, là, l'objectif, ça serait de construire quelque chose pareil, donc avoir un espèce de panel de différentes stratégies qui se regroupent. Et en effet, pour répondre à ta question, du coup, avoir à la fois des vidéos qui sont là pour se positionner. Alors des fois, c'est un peu des flops. Là, tu vois, là, j'ai essayé de me positionner sur une vidéo formation de ChatGPT, donc une vidéo vraiment axée sur les gens qui sont passés à côté du train complet, parce que là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, comprend un peu les enjeux de ChatGPT et n'a pas vraiment besoin de ça. Mais une vidéo de 20 minutes, assez complète, où j'accompagne de manière pédagogique et efficace un maximum de gens qui sont intéressés. Et je me suis dit, c'est chouette, si je rank sur ça, c'est un gros mot-clé. Donc ça me fait du trafic et derrière ça renvoie vers une de mes formations, donc c'est chouette. Mais la réalité c'est que c'est un flop total parce que personne cherche ça, que mon audience elle s'en fout parce qu'elle n'a pas besoin de savoir comment utiliser ChatGPT, et qu'en plus de ça en fait il y a beaucoup de gens qui ont déjà tenté de se positionner et qui se positionnent déjà très bien dessus et qui répondent bien à la problématique. Donc en fait l'un dans l'autre, c'est voilà, il y a des échecs. Arriver en retard, c'est un problème sur YouTube. Ouais, ça peut. Hein. À part si t'es une grosse machine, c'est un peu comme le SEO. Hein. C'est quand tu te positionnes au bon moment, t'as un vrai avantage. Ouais. Ok. Donc une espèce de prime de fraîcheur, une prime du premier arrivé, quoi. Ouais. Ok. Et moi, je voulais parler aussi de quand même la qualité en hausse de YouTube. En fait, YouTube, il y a quelques années... Ouais, franchement, je suis de plus en plus choqué par ce qu'on voit. YouTube, il y a quelques années, tu avais quand même un peu ces premiers gros YouTubeurs qui faisaient des trucs assez propres avec des montages et tout. Maintenant, tu parlais de MrBeast, donc moi je le mets un peu hors catégorie, mais même dans les entrepreneurs français qui ont des chaînes YouTube, la qualité est de plus en plus élevée. La qualité du son, la qualité vidéo, les mecs maintenant ont des équipes avec des caméras limite comme au cinéma qui portent sur leur épaule. Enfin, j'abuse, mais tout évolue très vite. Est-ce qu'il y a encore une place quand même pour des gens qui veulent commencer plus petits?
Qu'est-ce que ça apporte de commencer directement gros, tu vois, pour ceux qui ont les moyens, par exemple, et qui pourraient se le permettre? Est-ce que... Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses de cette évolution globale? Oui, pour répondre directement à ta question, oui, il reste encore une vraie place pour les gens qui veulent commencer, même sans avoir un matos de fou furieux. Mais d'ailleurs, il y a des exemples, là, côté anglophone, tu vois, je suis un mec sur l'IA qui a complètement explosé sur IA plus SEO, pourtant ses contenus sont loin d'être dingues, mais il a vraiment pété là-dessus, et au début, il avait une caméra immonde, un micro immonde, et il faisait des dizaines de milliers de vues. Donc en fait, en fonction du contenu et de la valeur de ce que tu apportes, c'est comme d'habitude. Par contre, rappel, parce que ça, c'est pas la première fois qu'on le dit dans le podcast, si vous devez acheter un truc avant de commencer, achetez un micro. Vraiment, c'est la top priorité. Mais c'est vrai, hein, c'est la top priorité parce que c'est le plus important sur YouTube. Quand vous voulez partager du contenu, assurez-vous d'avoir un micro de qualité. Et ce que vous considérez, vous, comme de la qualité, ne l'est peut-être pas pour la moyenne des gens. Donc vraiment, faites attention à soigner le micro que vous achetez. Et si vous avez qui coûte pas très cher d'ailleurs. Ouais, si vous avez un petit budget, achetez absolument un micro avant une caméra. On s'en fout de la caméra. Limite, mettez pas de caméra si vous n'avez pas le budget. Mettez votre budget dans un micro vraiment correct. Et ensuite, vous verrez pour la caméra. Et la caméra, en premier prix, vous avez par exemple la C920 de Logitech, qui est une caméra de merde. Hein. Ça va, clairement, vous n'aurez pas l'image de Squeezie, mais vous avez une petite caméra, on vous voit. Et en fait, la réalité, c'est que c'est vraiment pas le plus important d'avoir une caméra irréprochable, surtout sur du contenu business, parce que je considère qu'ici on communique surtout avec des gens qui vont potentiellement créer du contenu autour du business. Si vous êtes sur du divertissement, là c'est une autre histoire. Là en effet, il faut aujourd'hui, si vous voulez partir de zéro et réussir dans le divertissement, c'est même plus que du matériel qu'il faut, c'est une équipe de tournage, des concepts, des vrais concepts. Là en ce moment par exemple, quand je vous dis que je regarde tout sur YouTube, c'est que je suis en permanence en train d'analyser ce qui marche, ce qui monte, comment ça se passe. Et là en ce moment, ce qui marche beaucoup, et il y a des mecs dans l'influence, dans l'entertaining, qui sont en train de péter avec ils reprennent des concepts télé ou des trucs comme ça, ils se mettent dans un studio, équipe de tournage, plusieurs caméras, limite des acteurs et tout, et ils font venir par exemple des mecs derrière des rideaux, derrière un grand rideau blanc, donc tout est esthétiquement plutôt joli et tout, bien filmé, machin. Et c'est que des mecs qui ont glow up, donc qui étaient moches avant, qui sont devenus ultra beaux gosses, ils sont derrière un rideau, et ils font un espèce de blind date. Donc en gros, ils rencontrent une meuf qui est de l'autre côté du rideau, qui leur pose des questions, donc c'est en mode entertainment comme ça. C'est vraiment le truc de débile classique, hein, par contre. Hein. C'est quand je vous dis que je regarde tout. Et derrière, t'as le mec qui a la chaîne, qui sont tous assis sur une petite table comme ça, et ils commentent en mode ah ouais, elle a dit ça. Enfin, et voilà. Et les gens en ce moment, ils pètent avec ce genre de concept. Donc ça, c'est des concepts, je pense, la vidéo. C'est minimum 20 000 balles entre le studio, les gens qui filment, la prise de son, le machin, le budget de la vidéo. Mais derrière, avec les sponsors, les trucs, ils s'en sortent. Et là, tu as des types qui sortent un peu de nulle part, qui, je pense, se font propulser par des maisons de prod, tu vois, qui doivent prendre sous leur aile des gens qu'ils ont repérés et qui lancent des youtubeurs comme ça à balle sur des concepts préétablis. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'une des seules solutions pour réussir dans le divertissement sur YouTube. Mais sur la partie business, sur des nouveaux marchés, sur des choses que vous maîtrisez, sur votre domaine d'expertise, mais vraiment, ça peut être super large, quoi. Dès que vous avez un domaine d'expertise, un endroit que vous maîtrisez, n'hésitez pas à en parler, et vous n'avez pas besoin de matos, vous avez juste un bon micro, et c'est vraiment le principal. Et d'ailleurs, tu parlais de la caméra de la C920, pour ceux qui se demandent, moi c'est ce que j'ai là par exemple pour filmer. Donc la qualité, c'est pas la meilleure, c'est pas ce que vous avez vous, ouais, mais on s'en fout. Honnêtement, là, podcast, ça fait le job, je trouve. Ouais. Voilà. Et j'avais une dernière question qui était YouTube Ads. Peut-être pour ceux qui se posent la question, YouTube Ads, de mon point de vue, c'est un gros levier, je pense, pour certains secteurs, peut-être pas tout, mais ça reste un gros truc. Est-ce que, Anto, toi qui fais aussi de la pub, peut-être tu connais... jamais fait. T'as jamais fait de YouTube Ads? Ok. Non. T'as eu des retours dessus ou... Bah, j'ai eu des retours en infoprenariat comme quoi c'est monstrueux. Ouais. En génération de leads, mais sinon, non, j'ai pas eu plus de retours que ça. Ok. Et pareil, toi, jamais fait, mais même retour quanto monstrueux. Vraiment, je pense que c'est le mot. Sur de l'infoprenariat, génération de leads, c'est colossal. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas un truc qu'on invente, quoi. Il y a des bonnes manières de faire de la publicité sur YouTube.
mais c'est vraiment, vraiment très, 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 très puissant. Ok. Et je dirais que l'avantage, excuse-moi Franck, je dirais que l'avantage par rapport à ça, parce que c'est ce que nous a dit Nico récemment, et ça pour le coup, Anto est bien au courant sur la partie pixel Facebook, pixel TikTok, c'est quelque chose qui est très coûteux aujourd'hui, Anto, d'avoir ce type de pixel et de les charger. Combien tu mets, par exemple, peut-être pas si tu as une idée de budget TikTok, pour les gens 1000 € à peu près. Pour avoir assez d'audience pour que ton pixel ait un sens, quoi, finalement, pour faire des audiences lookalike, donc des audiences similaires. L'avantage, c'est que sur YouTube, apparemment, c'est de ce côté-là, c'est complètement fumé. Il n'y a pas besoin d'avoir de pixel. L'avantage déjà sur YouTube, c'est que tu peux cibler les chaînes. Donc, c'est ça qui est monstrueux. En gros, quand tu lances ta ad, tu dis je veux cibler les gens qui sont abonnés à Bidule. Ouais. Oui, tu peux même carrément être en pré-roll sur Bidule, par exemple. Ok. Ou voire même, tu peux même aller plus loin, c'est tu peux dire je veux les gens qui sont abonnés à Bidule et qui ont liké cette vidéo de Bidule. Ah ouais. Ouais, ok. Le targeting est vraiment poussé. Et je veux une audience similaire de ça. Voilà, en plus. Je voulais lâcher une dinguerie, mais je l'ai dit pas. Je me suis retenu. C'est bien, toi, c'est bien. Les gens, ils sont fous. Ah putain, merde, on l'avait presque. Elle est trop violente, celle-là. On en parle après. On l'aura. Ok. Voilà, moi j'ai fait le tour de toutes les questions que je m'étais notées. C'était un vrai interrogatoire. Ouais, bon, c'était vrai, j'ai beaucoup parlé. Hein. Mais bon. En même temps, c'est toi qui connais le sujet. Ouais. Bah, toi, Anto, c'est pas un truc qui te chauffe plus que ça pour certains de tes business que t'as, tu vois, est-ce que c'est... Ouais, pour l'affiliation, c'est intéressant. Après, j'en ai jamais fait, mais sinon, je trouve que c'est long quand même à faire, en fait. Ta création de contenu, je trouve que on a l'impression que c'est pas long, mais c'est très long. Non, c'est vraiment... C'est un vrai business, c'est un vrai job, quoi. Tu peux pas faire SEO et créateur de contenu en même temps. Moi, j'adore faire ça, mais là, en ce moment, par exemple, tu vois, je suis en train d'essayer de déléguer les scripts. Là, je suis en train de lancer une vidéo, justement, normalement, je sors demain, je pense, sur l'histoire de Sam Altman, donc le mec qui a créé, qui est derrière OpenAI, quoi. C'est une vidéo qui est chouette, qui a été complètement scriptée, mais du coup, je lis. Donc moi, je pense que l'une de mes forces, c'est que justement, je suis un peu capable, à partir d'un plan, de parler et que ça soit un peu naturel et tout. Donc là, c'est un peu différent. Il y a le côté un peu moins naturel. Plus, il y a une façon de monter qui est différente. Donc pareil, c'est plus moi qui fais mes montages, je le sous-traite, mais il faut que j'ajuste. Et en fait, là, ce que je cherche à faire, c'est vraiment essayer de créer une espèce d'usine de contenu vidéo qui soit automatique au-delà de la vidéo même, où là c'est moi qui suis derrière la caméra, qui met en jeu mon image, qui la tourne, qui valide bien sûr ce qui est dit à l'intérieur, tu vois, que je dise pas un truc que j'ai pas envie de dire, mais dans l'idée, voilà, que je puisse juste arriver, tourner, envoyer tout ça en prod. Mais tu as complètement raison, Anto, ça prend vraiment du temps. On a l'impression que c'est pas long, mais c'est hyper long. Ouais. C'est un vrai business à part entière pour ceux qui veulent se lancer dessus à temps plein, on va dire. Après, je pense que pour ceux qui, par exemple, font des sites d'affiliation comme on fait, il n'y a peut-être pas besoin de se tuer à faire des vidéos de fou non plus. Ouais, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas de concurrence, en fait. Voilà. Quand tu arrives sur des marchés que il y a tout le monde qui fait bien, tout le monde ira voir les belles vidéos, c'est normal. Ouais. Yes. Bah écoutez, merci les gars pour vos questions. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre Twitter. On le dit maintenant pour les fidèles qui sont restés jusqu'ici. On a une annonce assez chouette à vous faire et qui arrivera du coup dans le prochain podcast et qui sera également communiqué sur Twitter pour tous ceux qui veulent l'avoir en temps réel. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. On a notre newsletter, on a le Discord de la communauté et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Ciao. Salut.